Digitaliser la formation pour engager les apprenants toujours plus longtemps, c'est la mission de Skills Day. Dans ce podcast, nos invités partagent leur retour d'expérience sur la mise en place de parcours de formation au format Blended Learning ou Full Digital. Découvrez ces parcours qui marquent un avant et un après et repartez ainsi avec les clés de succès partagées par vos pairs. Bonjour à tous, ici Joy Dubreuil et bienvenue sur Le Jour d'Avant, le podcast de Skills Day. La classe de formation est virtuelle, la formation elle est bien réelle. Quoi qu'il en soit, ce format-là, il était juste parfait. Une formation est réussie quand on transforme ce qu'on se dit en ce qu'on fait. Et déjà, je sais que ça a porté ses fruits. Tu l'as vu, Joy, le bouquin sur le management énorme ou pas dans le bureau? Non. Oui, parce qu'on l'a pas. Aujourd'hui, sur ce premier épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Boyer, directeur national des ventes chez Patika. Frédéric a décidé de faire appel à Skills Day pour former ses équipes sur les thématiques vente et management. Jusqu'ici, vous me direz, tout va bien. Mais on est en avril 2020, la Covid-19 a frappé, on est tous confinés et décaler la formation retarderait aussi la réalisation des objectifs que se sont fixés Fred et son équipe. C'est là que Martin intervient. Martin est formateur chez Skills Day et vous aurez l'occasion de le découvrir dans ce podcast puisque je n'interroge pas un client, mais véritablement un binôme, Frédéric et Martin. Un binôme qui a su rebondir pour trouver la solution la plus adaptée au contexte que nous avions traversé. Alors comment former ces équipes en période de crise? Quelles modalités pédagogiques adopter pour garantir l'efficacité de l'apprentissage? Quel parcours? Cette solution s'adapte-t-elle à tout secteur, à tout métier? Vous devez vous demander de quoi je parle. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre conversation. Belle écoute! Bonjour Frédéric, bonjour Martin. Je suis ravie de vous recevoir sur le premier épisode du podcast Le Jour d'Avant, proposé par Skills Day. Avant de vous donner la parole, est-ce que vous pouvez vous présenter? Frédéric, on va commencer par toi. Tu travailles chez Patika, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle et les missions de l'entreprise? Il faut savoir que Patika est une maison de cosmétiques bio dont les origines remontent aux années 20 à Paris. En 2002, en fait, Patika devient la première marque au monde certifiée bio par EcoCert, c'est un label donc extrêmement exigeant. Les formules sont 100% véganes, elles sont toutes fabriquées en France. Les soins sont conditionnés dans des emballages recyclés ou recyclables et les étuis sont imprimées donc avec des encres végétales. Le bio, il y a 18 ans, c'était une démarche assez pionnière. On l'imaginait, Pierre Juan, notre CEO, a tendance à dire voilà, ça sentait le foin, les fragrances n'étaient pas extraordinaires, les textures non plus. Alors qu'aujourd'hui, on le voit, ça devient vraiment des produits de référence. Et je pense que la crise qu'on vient de vivre récemment donnera encore plus envie aux gens donc de circuits courts, d'industrie maîtrisée, le bio, le vegan. Ouais, très belle marque. Et comme quoi, il ne faut pas souffrir pour être belle, puisque Absolument. Ce ne sont que des bons produits. Maintenant que tu nous as présenté Patika, explique-nous ton rôle au sein de l'entreprise. Je suis directeur national des ventes, donc j'ai en charge les équipes terrain, que ce soit les équipes sell-in, donc qui sont communément en fait nos commerciaux, ou les équipes sell-out qui sont plutôt en charge de faire sortir nos produits. Le périmètre sur lequel nous travaillons, c'est la pharmacie. On a un focus très important sur ces clients-là. Aujourd'hui, il y a deux grandes missions. On a un pool de clients existants dont l'objet est de développer le chiffre d'affaires en les accompagnant avec justement nos formations, nos animations. Et bien sûr, en parallèle de ça, c'est de développer aussi donc notre distribution numérique, donc le nombre de clients en fait sur la France. Et tout l'enjeu, en fait, c'est de faire découvrir la marque à nos clients, de la rendre attractive, séduisante, et de leur donner donc envie de la référencer dans leur officine, et après donc de la déployer auprès de leur clientèle. Merci Frédéric. Martin, quant à toi, tu travailles chez Skills Day. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ton rôle au sein de l'entreprise? Avec plaisir, je suis directeur donc de projet au sein de Skills Day et formateur passionné. Et concrètement, mon job chez Skills Day, ça consiste à vendre, élaborer, designer et délivrer des parcours de formation comme on l'a fait pour Patika et avec toi Fred. Ouais. Ça fait 7 ans que je suis formateur principalement sur deux sujets
que sont le management et la vente. À côté de ce métier de formateur, j'accompagne également des étudiants en école de commerce sur la thématique du management et l'entrepreneuriat. Voilà, 7 ans que je fais donc ce métier. Et avant ça, j'étais cofondateur et dirigeant d'une boîte d'import et de vente d'accessoires sport mode. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans. Et ce qui m'a permis moi-même de découvrir ces deux sujets, ces deux thématiques que sont le management et la vente. Merci Martin. Frédéric, donc tu nous disais manager des commerciaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les spécificités des équipes que tu accompagnes? Alors en fait, la structure est assez simple. J'ai une population donc de selling, donc qui sont, comme je l'expliquais tout à l'heure, des commerciaux, mais un peu plus que ça, puisqu'en fait, eux, ils ont en charge donc le développement commercial donc sur leur zone. Et donc leur métier, c'est le développement du business, mais c'est aussi, et ça c'est assez récent, un rôle de management, puisque ils managent ou elles managent en direct en fait des équipes sell-out. Les équipes sell-out, donc je le reprécise, en fait il s'agit donc de personnes qui sont des animatrices, donc qui animent la marque Patika sur un point de vente en pharmacie, qui aussi forment les équipes officinales donc à la marque Patika et à ses bons usages. Et donc Messaline en fait manage cette population-là en l'accompagnant, en la suivant, en les a montés en compétences, en recommandant pour eux des formations, des coachings, de l'accompagnement quel qu'il soit. Et bien entendu aussi, nos équipes sell-out en fait sont génératrices de chiffre d'affaires, puisqu'en fait, lorsqu'elles vendent des produits en pharmacie à nos consommatrices, derrière pour nous ça génère du selling. En fait, c'est un cercle vertueux. Et voilà, mais j'ai souhaité vraiment leur donner cette responsabilité-là parce que je pense que ils gèrent un centre de profit, ils ont des outils marketing énormes, une marque formidable, des moyens de merchandising, un accompagnement extrêmement puissant. Et je pense que c'est important de les responsabiliser aussi dans la gestion des hommes et des femmes qu'ils ont dans leur périmètre. Et leur donner les moyens de réussir. Voilà. Et justement, en termes de développement pour tes équipes, qu'avais-tu identifié? En fait, le recrutement chez Patika donc, a été fait, j'ai vraiment recherché des commerciaux experts. Par experts, j'entends pas forcément avec une grande expérience, mais des gens doués dans leur expertise, dans la connaissance de leur secteur, dans la relation avec leurs clients, dans leur fort potentiel aussi donc, de développement. Et de ce fait, donc j'ai des gens qui sont finalement relativement jeunes, mais somme toute expérimentés, mais avec aucune compétence en management, hormis une compétence intuitive, et d'autres qui sont beaucoup plus experts, puisque j'ai des directrices de zone, j'ai des directeurs régionaux, j'ai des gens qui ont déjà managé des équipes et pendant de longues années. Toutefois, je ne pouvais pas faire d'ostracisme et en former certains et pas d'autres, donc la décision a été prise en fait il y a déjà quelques mois en arrière. Je souhaitais vraiment mettre en place une formation management auprès de ces équipes, sachant que l'expérience des uns en fait pourrait être partagée aux autres et inversement. Et puis parce que je crois que le management en fait c'est une science qu'on peut sans arrêt remettre sur le tapis, repenser. On a besoin aussi nous le monde change, les populations auprès de qui on travaille changent, la génération Z ou Y, je ne sais plus dont on parle aujourd'hui, est différente de la nôtre. Les autres générations sont phénoménaux. Donc il est important que je les forme, qu'ils soient formés en tout cas, à ce métier passionnant qu'est le management, mais qui est très exigeant et très compliqué, je pense aussi. Donc il y avait une partie management et il y avait également une partie vente, si je ne me trompe pas. Absolument, oui, tout à fait. C'était la première fois que vous meniez des initiatives de formation auprès de cette population chez Patika? Tout à fait, parce qu'en fait, on parlait de Patika, de ces 18 ans de recherche, mais en définitive, la marque Patika s'est véritablement lancée sur le marché français de la pharmacie en 2015, et plus proche encore de nous, le vrai kick-off, c'est janvier 2018, donc en fait l'équipe a été constituée au cours des 2 années écoulées. On a pris le temps de les recruter, donc ça prend du temps aussi pour les trouver, parce que les bons sont faciles à identifier mais pas faciles à recruter. Et en fait l'idée c'était c'est arrivé à point nommé à un moment donné où c'était nécessaire de lancer une formation. On y pensait et puis on s'est rencontrés. Justement, pour pouvoir parler de ces deux sujets, management et vente, quel parcours avez-vous mis en place? Alors là, je m'adresse à vous deux. C'est quand même 2 sujets différents. Ouais, on y a beaucoup réfléchi à ça et finalement il y a quelque chose en commun dans ces 2 sujets, que ça soit commerce ou management, c'est la dimension relationnelle.
Donc ça, c'est le fil conducteur. Donc on savait ça. Ensuite, on a décidé donc le parcours. Quel est-il? Le parcours, c'est 4 classes virtuelles. 4 classes virtuelles d'une durée, chacune durée 2h30 sur une période de 2 semaines. Donc ça fait à peu près une classe virtuelle tous les 3 jours. Et donc chaque classe virtuelle avait une thématique qu'on ciblait. Donc les 4 thématiques, la première classe virtuelle a été destinée à se connaître mieux soi-même. Et on l'a fait grâce à un questionnaire de connaissance de soi, puisque avant de rentrer en relation avec les autres, il s'agit d'abord de regarder un peu chez soi. Okay. Quelles sont nos tendances comportementales? Tout à fait. Quelles sont nos forces? D'accord? Et sur quoi on peut progresser dans la relation? Donc c'est ce regard sur soi, c'est le prérequis, il est fondamental. Donc on a fait ça, on a pris 2h30 pour regarder en nous quels étaient nos points de force et les opportunités de progrès. Et puis deuxième classe virtuelle, on s'est attaqué au commerce et on s'est spécifiquement attaqué à une nouvelle manière de pitcher grâce à, on en parlera peut-être, l'inside selling, donc la méthode de l'inside selling, qui est une méthode récente états-unienne, mais qu'on voit de plus en plus apparaître sur nos métiers au commerce. Et puis 2 autres classes virtuelles destinées au management et spécifiquement à la posture de manager coach. Donc là, il y avait une commande, un bon de commande qui était hyper clair. Voilà, que moi j'ai pris auprès de Fred et on s'est calé sur ça et sur les attentes spécifiques pour délivrer ce joli parcours de 4 classes virtuelles. Tu nous parles de classe virtuelle, mais concrètement, qu'est-ce qu'est une classe virtuelle en fait? Quelle est cette modalité pédagogique? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, une classe. En fait, la classe de formation est virtuelle, la formation elle est bien réelle. Comment ça se passe? Eh bien, on a les participants, et là on a fait volontairement le choix de petits groupes. Donc il y avait un groupe de 5 et un groupe de 6. C'est ça. Parce qu'on voulait intensifier la pratique. Et donc concrètement, les participants sont derrière leur ordinateur, chacun étant à distance, et très souvent chez eux d'ailleurs, et caméra branchée. Et une fois que la caméra est branchée, c'est parti. Et là, nous, on active en 2h30 tous les leviers que tout bon formateur devrait maîtriser, et qui nous permet d'engager l'apprenant, qui nous permet de provoquer de l'attention, et de maintenir un haut niveau d'attention, et puis surtout, de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc finalement, on en reparlera sans doute, mais on active beaucoup de leviers qu'on utilise déjà dans le présentiel pour faire en sorte, que ça soit un moment plaisant, que l'apprentissage se fasse de façon sympathique, et puis 2, qu'il y ait des quick wins, c'est-à-dire des victoires assez rapides avec des choses à mettre en œuvre à l'issue. Et finalement, quand on fait le parallèle entre la classe virtuelle et le présentiel, qu'est-ce qui diffère? C'est une excellente question. Ce qui diffère, c'est que on est la dynamique de groupe, elle peut-être qu'elle est un peu plus lente à initier, quoique nous on a trouvé des choses pour faciliter et faire en sorte que ça prenne assez rapidement. Le déplacement des corps dans l'espace. Si je devais le synthétiser, c'est ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le degré d'attention doit être maintenu. Pourquoi? Parce que devant un ordinateur, il peut y avoir des notifications. Donc on a 10 000 opportunités d'avoir le regard attiré vers d'autres choses. Et donc de se dissiper. Donc ça diffère. Ça veut dire pour nous que nous formateurs, qu'on va devoir être particulièrement exigeants sur le cadre. Et puis aussi qu'on va devoir, dans ce cadre-là, faire peut-être 2 pauses quand on en aurait fait une en présentiel. Et toi, Frédéric, en tant que directeur métier, la formation doit être un levier de performance, un gain de temps aussi pour tes équipes. Qu'est-ce qui diffère d'un présentiel? Déjà, je voudrais rebondir sur ce que tu m'as dit. Effectivement, en fait, l'enjeu de l'entreprise aujourd'hui, c'est de faire monter en compétence ses collaborateurs, quels qu'ils soient. On les encadre, on a tous une expérience, une expertise, un certain talent peut-être. Mais à un moment donné, on a besoin d'avoir un encadrement, d'avoir de structuré, parce que d'abord notre métier ne passait pas la formation, et puis on mène 10 projets de front. Donc c'était vraiment très important. Et en fait, ce qu'on a fait aussi avec Martin, je le précise, c'est que une fois qu'on a effectivement défini le cadre très clair dans lequel on allait former ces 4 masterclass, c'est que nous on a échangé en amont, sur les équipes, sur les gens, comment ils étaient structurés. Je pense que c'était important d'être super transparent aussi dans la relation tout de suite et très honnête dans le choix. Moi, j'ai pas challengé Martin, n'a pas challengé, on s'est parlé, on a créé un cas très précis. On est allé assez loin, parce qu'on a allé chercher des exemples précis, on en reparlera plus tard dans la partie managériale. Tout ça pour arriver donc à cette formation-là. Pour répondre à ta question, Joy,
moi j'étais assez dubitatif, mais d'une manière générale, sur les relations interpersonnelles par ordinateur. Il s'avère que lorsqu'on s'est rencontrés, donc lorsqu'on a mis en place ces classes, 2 mois de Covid s'étaient écoulés, et pour moi, donc des heures de Zoom, et de Zoom, et de Zoom, et donc de réunions professionnelles très pointues, et je me suis rendu compte que finalement ça fonctionne. À condition qu'on soit concentré, que le sujet soit très structuré, là où j'ai vu l'intérêt, en fait, c'est qu'effectivement, comme Martin l'a dit, c'est un cadre qui est assez précis, il faut vraiment que le formateur, et Martin l'a été, pour vraiment tenir sa classe. Mais en même temps, les gens, ils se captivent en fait par le sujet. Le gros avantage, on a fait des tas de formations présentielles, hein. Il n'y a pas de digression. On passe pas d'un sujet à l'autre. Parce que bon, comme tu disais, on peut se laisser, distraire par un message ordinateur. Moi, j'ai vu des gars en formation présentielle sur leur ordi, sur leur portable, se lever, revenir, machin. Enfin voilà, c'est-à-dire. Donc en fait, j'ai vu. Je vais pas plaider la cause de l'une plus que de l'autre. Quoi qu'il en soit, ce format-là, il était juste parfait dans une situation qui le nécessitait. Je vous rappelle qu'on était à quelques jours du déconfinement. En fait, au lieu de perdre du temps, on a gagné du temps. Ce qu'on a fait là, c'était prévu pour octobre-novembre, donc c'est autant de temps gagné pour vous. Et ça tombe bien parce que en octobre-novembre, on aura plus à faire du business que de la formation. Donc finalement, pour moi, c'est vraiment une réussite, une vraie réussite. Et on en parlera certainement, mais les équipes l'ont partagé aussi en retour. Alors, il y a un point sur lequel vous insistez aussi tous les deux, c'est la co-construction. Vous avez travaillé ensemble, main dans la main, vous avez dû partager, écouter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment on met en place un plan de formation entre formateur et directeur métier? Ouais. En fait, nous, on sait qu'on réussit collectivement avec Fred quand ils vont retenir des choses, et encore mieux quand ils vont implémenter des choses. Donc une fois qu'on est calé sur ça, finalement, sur l'issue de la formation et le but. Et chez nous, chez Skillsday, on insiste beaucoup. Une formation est réussie quand on transforme ce qu'on se dit en ce qu'on fait. Il y a 2 choses qui sont importantes à faire en amont de la formation. C'est 2 temps. Un premier temps pour nous qui accompagnons les entreprises, c'est un temps d'écoute. Et du coup, pour ma part, c'était de passer du temps avec Fred, qui me parle de Patika, qui me parle de la culture entreprise, de la culture managériale, et aussi et surtout de ses équipes. C'est quoi leurs expériences, quoi, parce qu'il y a une jolie diversité dans son équipe. Donc du coup, moi, j'ai vraiment eu cette posture d'écoute, de questionnement. Elle est hyper importante pour m'approprier tout ce qui fait la singularité de Patika et de cette équipe responsable salée. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est vraiment celui que tu évoquais, Joy. C'est celui de la co-construction. Et on l'a fait notamment pour élaborer des cas pédagogiques. Et pareil, on voulait vraiment que les cas pédagogiques, ils révèlent un contexte qui leur permette de se projeter. Parce qu'on sait que c'est plus facile d'implémenter quand on s'est entraîné sur quelque chose qui nous parle. Donc on a passé du temps, on s'est appelé plusieurs fois. Parfois je l'ai réécrit et Fred il m'a répondu, il a réagi en me disant tiens on pourrait faire différemment. Voilà, ces 2 choses sont, je dirais, en amont hyper importantes à faire pour contribuer au succès de toute bonne formation. Donc on retient déjà 2 points. Le premier, le collectif en tant que facteur clé de succès du plan de formation. Et le deuxième, justement, un partage entre les équipes, que ce soit la direction métier, les formateurs, et aussi on va en venir aux apprenants, puisque Fred, déjà que c'était un premier projet de formation pour vous, en plus en 100% distanciel, donc novateur, comment avez-vous appréhendé ce format par rapport à vos équipes? Je connais mes équipes, donc je n'étais pas du tout inquiet, j'étais convaincu. D'ailleurs, on a fait les groupes aussi en conséquence. On a fait des groupes qui étaient à la fois homogènes, mais on a lié des personnes qui allaient bien fonctionner ensemble, où il y avait un leader je savais toujours qu'une Catherine, par exemple, allait toujours lancer le débat, rebondir sur les questions si nécessaire. Donc en fait, à aucun moment, moi, j'étais inquiet. Une fois qu'on a fixé le cadre, je le disais tout à l'heure, et qu'on a été clair sur les sujets à piloter, à partir de là, en fait, il y a plus de sujet. Après, c'est le talent de Martin, d'avoir su capter les équipes, apporter des réponses à leurs questions et les former sur un certain nombre de sujets. Donc en fait, j'ai pas eu une seule seconde d'appréhension. Et c'est un format qui a plu du coup aux équipes. Absolument. Ah oui, ça a plu parce que effectivement, il y a quand même un certain confort
Voilà, les gens étaient chez eux, voilà, on était tout à l'heure, certains sur leur terrasse, certains dans leur maison, voilà. Ils étaient disponibles, c'était un format, on parle de 2h30, d'ailleurs, ces heures, elles sont passées très vite. D'ailleurs, on a toujours un peu débordé parce que les gens étaient même demandeurs, donc il y a on sentait un vrai intérêt pour ça. Les gens sont à l'aise, voilà, ils sont parfois moins gênés par le regard des autres. Ce qu'on peut avoir dans une salle, par exemple, il y a plusieurs. On peut se dire qu'en tout cas, les plus timides, j'ai pas de timides dans mon équipe, mais bon, sont plus à l'aise peut-être à évoquer leur expérience comme ça, peut-être que devant un regard plus à bout des autres. Voilà. Donc ça peut favoriser aussi les entraînements. Oui. Les entraînements. Et justement, Martin, en quoi ça consiste concrètement un entraînement quand on est en classe virtuelle et qu'on n'est pas assis à côté de son collègue pour pouvoir s'entraîner? Donc l'entraînement, et oui, tu le disais, Joyce, ça a été au cœur de nos classes virtuelles. Pareil, avant de rentrer dans le détail, et j'insiste sur ce point parce qu'il est important, ce qui a permis de capter l'attention, c'est aussi ça, c'est les mises en situation, l'entraînement, et c'est aussi ce travail-là qui leur permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses et de faire évoluer leur pratique. Donc ça, c'est pour vraiment insister sur l'aspect, la dimension capitale de l'entraînement. Donc pour répondre à cette question sur concrètement comment ça se passe, ça se passe de la manière suivante. Chaque participant va passer en mise en situation face au formateur et chaque participant va s'entraîner sur une situation qui va lui permettre de développer ses compétences comportementales. Je vous donne un exemple. Typiquement sur le management, les responsables Céline, ils se sont entraînés à renforcer leur courage sur une situation d'entraînement et d'entretien directif. Idem au commerce, ils ont pu découvrir une nouvelle méthode, et c'est l'insight selling dont je parlais tout à l'heure, en l'élaborant eux-mêmes, et d'ailleurs c'est un travail que Fred a poursuivi en intercession, jusqu'à l'expérimentation en le pitchant. Donc voilà, l'entraînement il prend cette forme-là, c'est tout de suite transformer ce qu'on se dit en ce qu'on fait. Et encore une fois, c'est une conviction qu'on a et qui est partagée par Fred, c'est transformer ce qu'on se dit en ce qu'on fait et faire en sorte de pratiquer, comme un muscle qui s'entraîne, quoi, qui se renforce, tu vois. C'est ça. Hyper intéressant, merci Martin pour l'exemple. Justement, Frédéric, après avoir vu cette méthode en classe virtuelle avec Martin, comment tes équipes l'ont-elles mis en application? Chacun en fait s'est exprimé, donc on a consolidé une forme d'argumentaire que j'ai fait effectivement en intercession, c'est-à-dire je leur ai demandé chacun de travailler, et en fait on est arrivé à un argumentaire qui correspondait assez proche en tout cas du délivré que j'attendais, voilà. Et aujourd'hui cet argumentaire il a été partagé entre les équipes, chacun après se l'approprie avec ses mots, avec sa culture, en fonction de ses clients, mais en tout cas voilà, c'est devenu aujourd'hui une approche qui est utilisée donc dans notre stratégie commerciale auprès de nos clients. Si vous voulez en savoir plus sur les méthodes de l'insight selling, justement, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour qu'on puisse y dédier un podcast. Je continue avec toi, Frédéric, pour savoir quelle grande prise de conscience tu as pu observer chez les collaborateurs, que ce soit sur la partie management ou vente, après la formation, bien sûr. Sur la partie vente, j'ai compris qu'il fallait pas dévoiler l'insight selling, donc je ne veux pas le dévoiler, mais en tout cas voilà, c'est une approche extrêmement innovante, effectivement, et en plus qui est tout à fait en totale cohérence avec notre politique commerciale, ce qui fait que c'est extrêmement intéressant de la découvrir, parce que finalement on a tous les outils pour pouvoir se l'approprier et y répondre. Donc voilà, ça s'est approprié, ça a beaucoup plu, ça a beaucoup séduit, et il n'y a pas de sujet, c'est utilisé. Management, c'est un peu différent, parce que le management, en fait, c'est un peu les bouteilles à encre. Certains s'imaginent que le management, c'est un titre sur une carte de visite. Non. Certains s'imaginent que c'est facile. Non. Certains s'imaginent que c'est inné. Non. Et ils ont surtout, beaucoup ont compris qu'en fait, manager, c'est d'abord une grosse responsabilité. Si on veut manager des gens, ça veut dire qu'en fait, ces gens-là, on a envie de les développer. C'est entre guillemets, mais c'est qu'on aime ces équipes. On veut leur donner des moyens. Donc ça engage une responsabilité, beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup d'adaptabilité. Hein. Un bon manager, il s'adapte à ses équipes. Il ne fait pas un clone de lui à travers son équipe. C'est une erreur qu'on retrouve de façon assez récurrente malgré tout. Et je pense que ça a interrogé vraiment les équipes. Je pense que d'ailleurs, Martin, tu me corrigeras si je me trompe, mais
il y a eu beaucoup d'effervescence autour de ce sujet-là. Et c'est là où des équipes, des personnalités plus expertes, pour avoir déjà pratiqué ce métier, ont su apporter aussi des réponses. Et c'est toujours très intéressant d'avoir aussi le questionnement de gens plus jeunes, en fait, parce que là, voilà, ils ont compris qu'ils étaient on the edge, comme ils disent les Anglais, c'est-à-dire que dans quelques jours, c'est concret là, c'est pas dans 5 ans, c'est tout de suite. La fin du Covid arrivée, mi-mai, ils prennent en charge l'équipe et les managent. Voilà. Et voilà, je sais que ça a beaucoup plu, ça a beaucoup partagé. Je pense que c'est un travail un peu plus long, parce que ça se travaille, le management, hein, ça se remet, il faut se remettre en cause, ça se perpétue. Et en tout état de cause, voilà, ça a énormément séduit. Et déjà, alors qu'on est tôt, hein, on est au 27 juillet, déjà je sais que ça a porté ses fruits. C'est super, c'est chouette. Et c'est le but, en effet. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais préciser et dire, en lien avec ton équipe, Fred, aussi, ce qui a fait que ça marche et que ça prend ces classes virtuelles, cette série de classes virtuelles, c'est le haut degré de confiance qu'il a régné dans les équipes. Ça, c'est un facteur clé de succès. Et là, il s'est passé quelque chose de tout à fait contre-intuitif. Et pour moi, et pour nous, cabinet de formation, c'est que Fred était là avec son équipe dans les formations. C'est-à-dire que Fred, il a assisté à toutes les classes virtuelles. Alors pourquoi je dis que c'est contre-intuitif? Parce que tout formateur vous dira qu'on évite de mettre le niveau hiérarchique de la population formée dans la même classe pour qu'il soit plus libre justement de s'exposer aux mises en situation. Ben moi je dirais que ça n'a pas été un frein, bien au contraire, ça a été même un levier encore plus. Et ça a été un levier parce que Fred, il a non seulement renforcé les messages qu'on voulait passer, qu'on souhaitait passer auprès de tes équipes. Et la deuxième chose, c'est que ils ont pu aussi avoir du feedback, du feedback sur les mises en situation, et avec le haut niveau de bienveillance que tu mets, je pense que ça nous a aussi nous-mêmes formateurs bousculés sur certains dogmes parfois dans lesquels on tombe. Il y a situation exceptionnelle, il y a un manager exceptionnel, situation exceptionnelle, donc merci. Non mais tu vois, ça compte, et c'est hyper important de le spécifier. Et donc pareil sur la notion de confiance, autre élément de surprise pour nous formateurs, c'est que on a réussi, je dis on parce que je prends aussi mes camarades qui forment sur ces sujets-là, en l'occurrence chez Patika, on était 2 à intervenir. On a réussi à générer de la confiance très tôt, très vite, et dès la première classe virtuelle. Ça, c'était une bonne surprise. Parce que Fred a fait partie des premiers clients qui nous ont fait confiance sur ces parcours-là, 100% distanciel. Et en fait, on est capable d'y parvenir, on est capable de générer de la confiance hyper vite et très tôt dans le parcours. Donc on remarque finalement déjà une grande implication de la part de Fred, donc non négligeable sur les conséquences du parcours de formation. Un collectif aussi très intéressant, le partage entre les plus expérimentés, les moins expérimentés. Donc tout ce projet-là, on relève vraiment le partage entre directeur des ventes, équipe, formateur. Du coup, Fred, ça m'amène à te demander, qu'est-ce que toi tu as appris de tes équipes à travers ce parcours de formation? Disons que bon, voilà, je pense pas mal les connaître pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je les ai quand même choisis les uns après les autres. Certains, je les connaissais déjà depuis longtemps, mais je trouve que ça révèle pas forcément des personnalités, mais voilà, en fait, comme les gens s'exprimaient très librement, ils étaient très à l'aise, en fait, je trouve ça d'ailleurs, c'est une grande force d'avouer ses faiblesses, et voilà, et certains n'hésitaient pas à dire, bah voilà, moi je suis pas très à l'aise avec ça, ou ça je sais pas comment le faire. Et je trouve que quand on arrive à ça, c'est qu'on a vraiment atteint un bon degré de confiance, et surtout vis-à-vis du formateur qui est là finalement, qui est externe, les gens ne se sont pas sentis à aucun moment jugés, donc ils se sont exprimés très librement. Voilà, finalement ça m'a renforcé dans l'idée que certains, c'était vraiment nécessaire de passer par cette formation managériale. Je le savais, ça s'est concrétisé donc au cours de cette formation, parce que j'ai vu que ça les a transformés derrière, voilà. Et voilà, et finalement, ça m'a rassuré sur l'équipe avec laquelle je travaille. C'est des gens qui je prends beaucoup de plaisir à travailler au quotidien. Ce sont des gens extrêmement exigeants. C'est le pendant de leur talent, hein. Et voilà, et j'ai beaucoup apprécié ces formations. Comme disait Martin, j'ai assisté une le matin et une l'après-midi, donc j'ai eu droit à double dose à chaque fois. Parce que j'en ai peut-être besoin, hein, en même temps.
Mais assurément, non, c'était vraiment très, très, très passionnant et très, comment dire, énergisant voilà, pour mes équipes. Voilà. Martin, justement, est-ce que tu peux nous revenir sur la notion de confiance, le lien entre les apprenants et les formateurs, puisque vous étiez 2 sur ce projet? Comment finalement on arrive à produire de la confiance très rapidement pour pouvoir s'entraîner avec et devant les autres? Ouais, donc la confiance, on l'a dit, elle est capitale, elle est fondamentale et on doit la mettre très tôt au cœur de la formation. Et il y a bien 2 leviers que je peux vous partager aujourd'hui. Le premier levier, c'est le cadre. Donc tout de suite, de placer l'écoute au cœur du dispositif de formation. Ça veut dire s'écouter les uns les autres, se laisser parler jusqu'au bout. Il le disait sans jugement, Fred, tout à fait. Et dit positivement en s'acceptant, en se tolérant avec nos différences. Et puis il y a un deuxième levier qu'on active et on est conscient de ça également, c'est un levier qui génère beaucoup de bienveillance les uns par rapport aux autres, c'est le feedback positif. Les anglo-saxons, ils appellent ça le renforcement positif. Et donc on le fait systématiquement, puisque systématiquement, après une mise en situation, eh bien on commence par faire ressortir les points de force de celui ou de celle qui vient de se mettre à nu et donc de faire la mise en situation. Donc au-delà, que la personne prenne conscience de ses forces, parce que parfois ils n'en sont pas conscients. Et donc je savais pas que c'était un point de force. Et ça nourrit et ça libère de la confiance en eux et entre eux. Ouais, ça c'est 2 leviers. Et une fois qu'on a posé ça et qu'on se le met vraiment comme ligne de conduite, eh bien, je pense que des verrous s'ouvrent, des portes s'ouvrent, des verrous se débloquent, etc. Et ça fonctionne bien. Est-ce que justement ces 2 leviers essentiels pour réussir un parcours de formation sont identiques en présentiel? Est-ce que justement en tant que formateur, tu as dû agir différemment, peut-être pour accentuer ces 2 leviers? Comment ça se passe? Ce qui est rigolo, c'est qu'en présentiel, c'est les mêmes leviers, puisque nous on veut qu'il y ait un climat de bienveillance, on veut que les gens progressent, et pour qu'ils progressent, il faut qu'ils puissent se remettre en question. Et donc le prérequis pour se remettre en question, c'est la confiance, d'abord en soi, mais aussi la confiance aux autres, la capacité à recevoir et à donner du feedback. Donc ouais, je dirais que et c'est ça qui est intéressant, c'est que les compétences qu'on mobilise en tant qu'animateur formateur en présentiel, on utilise les mêmes en distanciel. Et elles sont d'autant plus importantes parce que je connais pas ce gars-là et il va me donner des conseils. Je connais ni d'Ève ni d'Adam, il est à l'autre bout peut-être de mon territoire. Et en plus, je dois l'écouter sur comment je peux progresser. Et ça, c'est contre-intuitif aussi. Donc, nous, on a plus, ouais, je dirais cette exigence envers nous-mêmes formateurs de se dire, accueillons positivement tout ce qui sortira, capitalisons sur les points de force, et quand le moment sera opportun et quand on sent que la personne est prête à le recevoir, on l'emmène sur les points de progrès. Voilà. Ce que je comprends, c'est que ça a généré un bel élan d'apprentissage auprès des équipes et une prise de conscience aussi. Mais le jour d'après, c'est aussi regarder vers l'avenir, voir ce qu'on va faire demain. Fred, comment envisages-tu la suite et l'accompagnement de tes équipes? Bien, le jour d'après, c'est déjà aujourd'hui. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, on a déjà effectivement pu mesurer certaines transformations, en tout cas une vraie volonté de tendre vers ce qui a été retenu de ces différentes classes. La suite, c'est dans les mois à venir, c'est-à-dire que ça doit se traduire très concrètement. Une formation, c'est très bien, mais derrière, il faut que ça se traduise. Pour moi, ça veut dire il faut que dans le dernier quadrimestre de l'année 2020, c'est-à-dire de septembre à décembre, derrière cette formation, moi, j'ai mis des objectifs extrêmement précis de management, de business, d'accompagnement. Enfin voilà, j'attends des choses derrière, sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que si, voilà. Et je pense que si je ne le faisais pas, mes équipes ne comprendraient pas. Donc voilà, j'ai un séminaire à la fin du mois d'août, dans ma sous-commission avec mes équipes Céline, je vais revenir sur un certain nombre de points qu'on a vus ensemble. Donc derrière, je vais mesurer. Certains vont être plus rapides dans la course, d'autres vont avoir certainement besoin d'une piqûre de rappel, d'autres vont me solliciter pour être, et c'est déjà fait pour l'une d'entre elles, qui souhaite déjà, voilà, parce que elle a trouvé ça très très bien, mais elle se sent pas encore assez forte
tout cas pour cette mission que je lui ai confiée, ce que je trouve encore une fois d'un grand courage d'arriver à l'admettre, parce qu'elle a mille qualités à côté. Donc voilà, donc une fois encore, c'est collégial, c'est-à-dire il faut qu'on s'en parle, il faut qu'on voilà. Qu'est-ce qui vous manque, quel est le next step, où est-ce qu'il faut amener les choses, voilà, et à moi aussi d'être sensible et d'écouter voilà les besoins, et de voir voilà. Mais pour moi, ça se traduira assurément en fait par du concret. Je sais précisément ce que j'attends derrière ça. Donc voilà, en termes de management, en termes je reparle encore dans du business, voilà. En gros, si on se réinterroge à Noël, je vous dirais si oui ou non ça a fonctionné. Et ça va fonctionner. Hâte de savoir. Non, mais ça va marcher. Et toi, Martin, justement, en tant que formateur, d'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que tu préconises pour que les apprenants continuent de progresser, capitalisent aussi sur la logique de progrès et leur développement sur le long terme, par exemple? Ouais, il y a eu un élan, donc en effet, pendant et suite à la formation. Et Joy, tu parles de capitaliser. Et capitaliser, je reviens sur le jour même de pendant la formation, parce que finalement, il y a eu un peu plus d'un jour seulement de formation. On l'a dit au tout début, c'est mettre beaucoup de valeur dans un espace-temps limité. Capitaliser, ils l'ont fait aussi en prenant conscience de leurs points de force et de leurs opportunités de progrès. Maintenant, une fois que la formation est passée, Fred, il vient tout justement de le dire, ça doit se traduire en objectifs opérationnels hyper concrets. Et ça tombe bien parce qu'on est sur du commerce, donc on peut chiffrer la chose. Mais on peut aussi le faire au niveau du management. Il y a des actes managériaux, d'accord, qu'on peut mesurer. Donc ça va se poursuivre sur le terrain et très concrètement. Maintenant, du point de vue de la formation, je dirais c'est ce que également c'était dans les propos de Fred, de dire le fait d'avoir peut-être gagné en conscience de soi. C'est conscience de j'ai besoin d'être accompagné sur ça. Je suis encore fragile là-dessus, j'aimerais aller encore plus loin là-dessus. Déjà, si des remontées reviennent à Fred de cette façon-là, c'est énorme parce que ça les a mis dans une posture où ils sont en mesure de s'écouter avec humilité et de connaître leurs limites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là c'est vraiment plus le formateur et l'expert pédagogique qui parle, c'est plus des dispositifs qu'on pourrait entreprendre auprès de Patika, comme et j'ai eu juste le temps de l'évoquer à l'issue de la formation, mais le coaching entre pairs, finalement, où ils pourraient travailler ensemble par binôme pour lever des difficultés. Et ça, on sait que ça marche super bien sur le plan du management. Quelle difficulté, tiens, toi tu l'as peut-être déjà eu par le passé. Dis-moi, raconte. Donc on peut les embarquer là-dessus. Et encore mieux un jour, et peut-être qu'on le fera avec vous, Patika, c'est le training entre pairs. Le training entre pairs, où on reproduirait les mises en situation, ou en tout cas la modalité mise en situation, en binôme au sein de Patika. Puisque nous, notre rôle, toujours avec humilité et Skills Day, c'est de finalement donner à Patika, sur ces sujets-là, les moyens de leur autonomie, plus que les moyens de leur fonctionnalité. Donc demain, si on arrive à implémenter quelque chose comme ça, qui permette un peu cet environnement apprenant et capacitant, c'est magnifique. On se dit aussi qu'on a réussi. Merci Martin. Si on devait retenir 3 astuces pour mettre en place une classe virtuelle, déjà avant ça, est-ce qu'une classe virtuelle s'applique particulièrement à certaines populations? Là, on sait qu'on est focus management et commerce, mais finalement, est-ce qu'une classe virtuelle peut s'attribuer à tout sujet d'expertise, tout type de population, de secteur d'entreprise? Alors, est-ce qu'on peut traiter tous les sujets? En fait, ce que l'expérience de ces 3-4 derniers mois nous a montré, c'était qu'on était capable de délivrer des formations de ce que nous disent nos clients de qualité sur des compétences soft, donc sur des compétences relationnelles. Ce qui est le plus challengeant, parce que il y a rien de plus précieux pour une entreprise que de nous confier ses hommes. Et ce qu'ils ont dans la tête et la façon dont ils pensent. D'accord. Donc on a réussi à faire ça, et finalement on a levé une barrière qui était énorme, parce que je sais pas si tu t'en souviens, mais au début, quand on parlait de classe virtuelle, même il y a 12 à 24 mois, on nous regardait avec des grands yeux sur ces sujets-là, sur ces thématiques-là. Donc nous, on a formé ces 3 derniers mois, bien sûr, au management, à la vente, à la prise de parole en public. On peut aussi le faire à distance, sur la science du bonheur, parce qu'on a aussi une classe qui traite de ce sujet-là, sur comment faire une présentation impactante, sur la conduite du changement, bref, sur tout un tas de sujets qui abordent aussi la notion de soft. Donc, en fait, pour synthétiser,
J'ai envie de répondre, bah ouais, sur les thématiques, je dirais que tout est possible en tout cas. Moi, je suis d'accord avec Martin, mais j'aurais rajouté que ça dépend aussi des populations. C'est-à-dire, quand une entreprise fait le choix de former ses équipes, je pense qu'il est important aussi de partager en amont l'intérêt que peuvent avoir les équipes pour ces formations-là. Je pense qu'il faut les impliquer dans le projet. Il faut, voilà, c'est pas que du descendant. Je pense qu'il faut encore, voilà, il faut pas hésiter à partager. Donc, et puis préparer aussi son équipe en fait aux tenants et aux aboutissants de cette formation. Pourquoi est-ce qu'on va la faire? Quels sont les objectifs qu'on s'est fixés et quels sont les attendus derrière après, les délivrables qu'on va utiliser pour nos équipes. Leur donner du sens et exactement, du contexte. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il faut pas que ce soit. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis à tous les deux parce que moi j'ai fait des formations, j'en ai fait des tonnes de formations, certaines passionnantes, vraiment très réussies, d'autres complètement ennuyeuses, avec des sujets mal compris. J'accuse pas ni la société ni les formateurs, mais voilà, mal définis, mal encadrés, avec des gens qui allaient assister à ces formations comme s'ils allaient en prison, avec un désintérêt total, voilà, et parce qu'on n'avait pas su en fait les capter, trouver les bons sujets, voilà. J'ai le souvenir d'une formation pas si vieille que ça où au bout de 2 heures, moi-même je me demandais encore quel était le sujet qu'elle allait traiter. Imaginez, j'avais une équipe de directeurs commerciaux, des gens plutôt pointus, ils étaient perdus, c'était fini pour les 2 jours, c'était mort. Voilà, plus d'intérêt. Voilà. Tout se joue directement dès voilà, que ça commence. C'est vraiment un triumvirat entre les équipes, le formateur, la société qui forme et la société qui a fait le choix de travailler en commun. C'est quelque chose qui se partage, pas qui s'impose. Donc Frédéric, si je comprends bien, il y a quand même 2 facteurs clés de succès à retenir pour une formation efficace, notamment auprès des populations vente et management. C'est à la fois d'avoir un contenu cadré et participatif. Martin, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi à ce sujet? Oui, ça fait partie aussi des facteurs clés de succès que vient de mentionner Frédéric sur les classes virtuelles à distance, enfin les classes virtuelles. Et les facteurs clés de succès de la classe virtuelle, il y en a au moins 5 que nous on a identifiés, qu'on a mis en pratique auprès des responsables Sales de Patika. Le premier, donc je reprends, c'est cette notion de participativité, elle est hyper importante. Et les temps doivent être très rythmés avec des repères pédagogiques. Et le grand piège dans lequel on peut tomber, c'est de vouloir en mettre trop. Trop d'éléments de repères pédagogiques. Et du coup, si on tombe là-dedans, dans ce piège-là, on a moins de temps pour faire de la pratique. Et on a parlé de la pratique et de l'importance de pouvoir aussi faire de la pratique à distance. Donc il faut que ça soit participatif avec le juste nombre de repères pédagogiques et surtout du temps d'entraînement. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, je reparle rapidement du cadre, mais le cadre, il faut que les objectifs pédagogiques soient hyper clairs et bien définis. On l'avait fait en amont avec Fred. Et ce qui fait le cadre, c'est le nombre de participants. On sait aussi qu'il faut pas qu'ils soient trop nombreux. Le succès, c'est entre 4 et 8 pour justement favoriser les échanges et l'entraînement. Troisième élément, c'est sur la posture de formateur. Et du coup, là, ça nous interpelle aussi sur notre posture et notre métier de formateur. En réalité, il se traduit par un autre mot aujourd'hui, c'est facilitateur. Tu l'as vu, Joy, le bouquin sur le management énorme ou pas dans le bureau? Non. Oui, parce qu'on l'a pas. On va pas arriver dans une classe et dire voilà, ça c'est le management. Non, nous on a une posture de facilitateur pour créer un cadre, pour faciliter la prise de conscience. En fait, tout le job réside dans ça. Générer de la confiance, avoir le bon apport, le bon outil au bon moment. Et ça se résume aujourd'hui en ça, de notre point de vue, on est aussi capable de le faire à distance. Enfin, quatrième élément, c'est la durée. La durée, elle peut aller jusqu'à 3 heures en moyenne, bien sûr, c'est une moyenne, et avec une condition, c'est qu'il faut être attentif au niveau d'attention justement des participants et donc faire des pauses quand on ressent que la pause s'impose et que c'est important pour eux. Il y a un truc intéressant pour montrer cette notion de confiance qui était là, et là j'insiste aussi parce que c'est assez exceptionnel d'avoir vécu ça. C'est l'une des participantes qui pendant une classe virtuelle dit « Martin, moi j'ai un problème avec une collaboratrice, j'aurais dû faire un acte de recadrage. » Et c'était il y a plusieurs mois maintenant et finalement j'ai pas eu l'occasion de le faire.
Donc moi, je me dis, tiens, c'est une opportunité pour le traiter, ce point-là, parce qu'il faut le traiter. Et donc à la pause, j'ai appelé cette participante à qui j'ai demandé, est-ce que tu es d'accord pour qu'on utilise ce matériau-là pour que tu puisses t'entraîner aussi pour que ça parle aux autres, bien sûr. Et elle était d'accord. J'ai demandé également à Fred si sur le principe il était ok, il a validé l'idée. Et on s'est entraîné sur un cas personnel. Il n'y a rien de plus efficace que les cas personnels des participants, et ça, on a eu l'opportunité et la chance de pouvoir aller jusque-là dans la classe virtuelle sur Miami. Mais ce que tu nous décris, ça suppose aussi d'avoir une ingénierie pédagogique solide. Tu t'adaptes finalement vraiment aux apprenants, à l'équipe que tu as en face de toi, et c'est pas simplement un modèle que tu transposes de société en société, d'équipe en équipe. Non, et c'est là où Fred, il a été très fort aussi, et très, je dirais, dans la co-construction, c'est que il m'a guidé vraiment sur le contexte des cas pour aller au bon endroit. Et à un moment, il m'a rappelé, il m'a dit non, ils sont trop à distance pour que tu évoques cette situation. Voilà comment ça pourrait plus se coller. Donc en fait, cette force de proposition, elle a été hyper utile. Ouais. C'est aussi, et surtout grâce à ces éléments-là qu'on a réussi. Ce que tu dis, Joy, c'est juste, c'est et Fred le mentionnait, sur l'agilité pendant un parcours. C'est hyper important. En effet, on voit une fenêtre de tir, une opportunité pour faire en sorte que ça soit encore mieux. On s'y engouffre parce que on veut que ça soit efficient, vraiment. Donc ouais, en effet, on s'est autorisé à modifier le parcours en cours de route. Mais c'est ce qui fait toute la différence, en fait. Tout à l'heure, en fait, soit on buvarde en formation, et on l'implique à l'infini, quels que soient les métiers, quelle que soit la population, je vois pas beaucoup d'intérêt, soit, effectivement, en fait, c'est réellement interactif, c'est qu'à un moment donné, en fait, on a un sujet qui concerne tout le monde, on creuse. On arrête de le creuser, puisque de toute façon, il concerne tout le monde, et tout le monde en tire un bénéfice. Même si ça doit nous dévier quelques instants de notre route, ça ne nous dévie pas, ça nous amène sur les bons sujets, et tous les sujets traités, en fait, des sujets très concrets, que chacun, parce qu'effectivement, je me souviens très bien du cas d'Éléonore, pour ne pas la citer, mais tout le monde a vécu cette situation-là. Elle a exprimé. Tout. Et voilà, et donc ça a été bénéfique pour tout le monde, et je crois que c'est ça, c'est qu'il faut vraiment s'adapter, et voilà, et Martin était très très bon dans cette gestion des questions et des échanges, pour chaque fois, voilà, sans jamais perdre le fil. C'est-à-dire qu'à tout moment, voilà, on revenait enfin dans notre guideline, quoi, qui était là, notre main courante, on l'avait perdu de vue, quoi. Voilà. Merci Fred aussi pour ces feedbacks, et évidemment, on capitalise là-dessus. Il y a un autre élément qui a permis ça, et tu l'as dit en introduction, toutes les personnes qu'on avait, les responsables Céline, et tous, c'est les participants que tout formateur rêve d'avoir, puisqu'il y a une appétence à l'apprentissage qui est là, haut degré de motivation sur apprendre de nouvelles choses, capacité à se remettre en question à tout moment, capacité à recevoir du feedback. Pareil, c'est les prérequis qui font que ça prend bien, et que ça prend également à distance. Ça, c'était tout à fait appréciable. Merci à vous deux pour vos précieux retours d'expérience. Alors, on savait déjà que la formation en 100% distanciel était possible, et vous nous prouvez aujourd'hui qu'elle est, en plus d'être possible, redoutable et très efficace. Et elle repose sur 3 piliers. La co-construction, la confiance mutuelle qu'on ressent notamment dans ce podcast entre vous deux, Fred et Martin, la confiance partagée, et surtout des entraînements et des cas pratiques concrets. Le confinement nous a appris à développer de nouvelles méthodes d'apprentissage 100% à distance telles que la classe virtuelle, et finalement, de cette contrainte, on en a fait une opportunité. Ouais. Bravo. Jolie conclusion. Ouais, très bien. Merci de nous avoir écoutés. Les notes et les références citées se trouvent directement dans le descriptif de l'épisode. Pour contacter Skillsday, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou directement par email à contact@skillsday.com. On adore vous écouter, alors n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous laisser un mot, noter 5 étoiles sur iTunes ou partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois, alors à très vite!